Bonjour, je suis Guillaume-Amic Joindet, chargé de mission au sein du syndicat mixte La Fibre 64. Dans le cadre de l'accompagnement proposé conjointement par la PGL 64, l'ADM 64 ainsi que la Fibre 64 sur le thème de la cybersécurité, un parcours composé de 4 modules a été imaginé afin de vous permettre d'élever votre niveau de protection face aux différentes menaces de cybersécurité. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier module de ce parcours d'accompagnement qui consiste en une sensibilisation à la cybersécurité. Pour rappel, le module 2 consistera à vous accompagner à réaliser un autodiagnostic pour vous permettre de repérer vos principales vulnérabilités dans le domaine de la cybersécurité. Le module 3 vous permettra de mettre en place des actions visant à corriger les vulnérabilités que vous aurez pu déceler lors du module 2. Et enfin, le module 4 doit permettre le déploiement de solutions de cybersécurité mutualisées une fois que le data center public mutualisé sera opérationnel. L'objectif de ce premier module est donc de vous sensibiliser à la cybersécurité. Il s'agit d'une étape primordiale et indispensable dans votre démarche de protection face aux risques cyber. Car en effet, dans 90% des cas, le facteur humain va être à l'origine du déclenchement de l'attaque ou bien de sa prolifération. En effet, c'est souvent par un clic sur un lien malveillant, l'exécution d'un programme, l'ouverture d'un fichier Excel compromis, que le virus va se lancer et que l'attaque va commencer. Donc le principal objectif de ce module est de vous sensibiliser à la cybersécurité, c'est-à-dire de comprendre pourquoi aujourd'hui le risque cyber est si important, le rôle que chaque utilisateur va jouer dans l'anticipation et la protection contre les menaces, quelles sont justement ces différentes menaces et par quelles actions du quotidien, dans mes habitudes, je vais pouvoir éviter ou limiter l'exposition de mon entité face à ce risque cyber. L'objectif de ce premier module est de vous sensibiliser à la cybersécurité. Nous allons donc suivre le sommaire suivant. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi aujourd'hui les données informatiques ont une place si prépondérante. Dans une deuxième partie, nous allons voir quels sont les éléments qui vont favoriser une exposition au risque cyber. Dans une troisième partie, nous allons voir à travers quelques exemples locaux ce qui peut concrètement arriver et comment se traduit le fait de se faire cyberattaquer. Ensuite, nous allons voir quels sont les différents types d'attaquants et quelles sont leurs stratégies d'attaque. Dans une cinquième partie, nous allons voir comment nous pouvons élever notre niveau de sécurisation dans différents domaines. Et enfin, nous évoquerons des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien pour vous permettre de limiter votre risque d'exposition face aux menaces de cybersécurité. Donc pourquoi aujourd'hui sommes-nous de plus en plus cyberattaqués et pourquoi de plus en plus de pirates se structurent pour dérober des données, même de petites collectivités ou bien de particuliers? La réponse tient dans le fait que la donnée, la data, représente aujourd'hui une source de richesse. Tout d'abord, nous produisons de plus en plus de data, de données. Si nous prenons l'exemple de ces deux photos, prises dans un même lieu, la place Saint-Pierre à Rome, entre 2005 et 2013, eh bien on constate qu'entre ces deux périodes, les personnes se sont équipées d'outils favorisant la production de données, des tablettes, des smartphones. Donc la multiplication de ces objets va favoriser la production de données. De plus, dans nos usages professionnels et personnels, nous sommes parfois amenés à utiliser plusieurs outils générant de la donnée. On a plusieurs smartphones, plusieurs PC, plusieurs tablettes. Donc là aussi, c'est une source de multiplication de la production de données. Nous consommons également de plus en plus d'applications, d'outils qui génèrent de la donnée. Des applications de réseaux sociaux, des plateformes de vidéo à la demande ou en ligne, des messageries, des applications de communication. Donc là aussi, le fait d'utiliser des applications plus nombreuses va également être une source de production supplémentaire de données. Ensuite, nous généralisons la dématérialisation des procédures. En effet, de plus en plus de projets de gestion de dossiers se font sous format dématérialisé. Si l'on prend l'exemple de démarche simplifiée qui est utilisée dans de nombreuses collectivités, là aussi, cela a tendance à multiplier la production de données numériques. Et enfin, nous numérisons également de plus en plus de données physiques. De nombreux documents anciens ou d'archives font l'objet d'une numérisation, ce qui va également contribuer à augmenter la quantité de données.
Les flux de données qui sont consommés et qui circulent sur Internet ne cessent d'augmenter. Cela étant notamment accéléré par le déploiement des évolutions technologiques permettant des débits encore plus élevés. On peut citer le déploiement de la fibre optique, de la 5G, etc. Si on prend l'exemple suivant, on constate qu'en une minute, le nombre de données et de flux qui circulent sur Internet est gigantesque et ces valeurs ne cessent d'augmenter du fait des évolutions des technologies utilisées. Nos usages font qu'aujourd'hui, nous utilisons des applications nous permettant de consommer des vidéos à la demande, en streaming, des messageries instantanées. Donc nous consommons donc de plus en plus de données, car d'une part la technologie le permet, et d'autre part parce que les applications et les usages que nous utilisons le nécessitent. Les données sont devenues aujourd'hui une valeur marchande très importante et suscitent un intérêt majeur au niveau des collectivités territoriales. Et nous avons des regroupements d'informations au niveau de ces administrations, au niveau des administrés, ce qui rend ces entités donc très attractives pour les différents hackers. En effet, une entité possédant des informations sur un grand nombre de personnes devient alors une cible privilégiée pour les attaquants. Comme on l'a évoqué lors de l'introduction, les entités et notamment les organismes publics sont de plus en plus visés par des attaques de cybersécurité. Si nous prenons l'exemple de cette carte relative aux cyberattaques sur les organismes publics pour la période allant de 2019 à 2021, nous constatons que pas moins d'une centaine d'entités en ont été victimes. Cela concerne aussi bien les organismes de santé, les collectivités territoriales, les EPCI, les syndicats, etc. Sans distinction de taille ou bien de région géographique. Donc comme on a l'habitude de dire, la question n'est plus de savoir si je vais être victime d'une cyberattaque, mais plutôt quand est-ce que cela va m'arriver. C'est pourquoi il est important d'être sensibilisé à la cybersécurité pour comprendre comment limiter son exposition face à ce risque. Lors d'une attaque cyber, c'est le système d'information, le SI, qui est visé. Pour comprendre, expliquons tout d'abord ce qu'est un SI et de quoi il se compose. Au sein d'une organisation, le SI désigne l'ensemble des ressources, qu'elles soient matérielles ou logicielles, qui seront utilisées pour traiter les informations, les données. Que cela soit pour les collecter, les classer, les gérer, les diffuser, etc. Le système d'information est donc un support sur lequel l'organisation va s'appuyer pour mener à bien ses différentes missions. Si l'on prend une vision plus globale et élargie d'une organisation, l'on peut considérer qu'un système d'information se compose à la fois d'éléments actifs, composés de sites géographiques, de matériel, de structures réseau, de ressources humaines, et d'éléments dits primordiaux, dans lesquels on retrouve les processus métiers et les informations qui vont être produites, créées, transmises. Du coup, lors d'une attaque cyber, il se peut que la porte d'entrée se fasse via un élément actif, par le matériel, un facteur humain, etc., et remonte vers des éléments primordiaux pour dérober ou crypter de l'information. La vulnérabilité d'un système d'information peut avoir plusieurs origines. La première d'entre elles peut se trouver au niveau du matériel utilisé et plus précisément de son hétérogénéité au niveau structurel. Que cela soit par l'utilisation de matériel vieillissant, contrairement à des matériels plus récents. L'utilisation de connexions sans fil via des points d'accès publics et peut-être peu sécurisés, contrairement à des connexions privées et plus sécurisées. L'utilisation de matériel dont la maintenance et les mises à jour ne sont plus assurées ou garanties. Le non-remplacement de matériel obsolète, etc. Une deuxième origine de vulnérabilité d'un système d'information peut venir d'une hétérogénéité dans les systèmes d'exploitation et les logiciels utilisés. D'anciennes versions de systèmes d'exploitation ou bien de logiciels peuvent toujours être utilisés alors qu'ils ne bénéficient plus des mises à jour de sécurité. C'est le cas par exemple si vous utilisez Windows XP ou Windows 7 alors qu'aujourd'hui ils sont remplacés par Windows 10 et même Windows 11. Cela rend ces outils facilement vulnérables face à des attaques prévisibles. Le fait de ne pas disposer et de ne pas utiliser les dernières versions de ces logiciels et d'autres applications mises à jour augmente donc le risque d'attaque, car les mises à jour sont là pour corriger des vulnérabilités identifiées, qui peuvent donc être facilement exploitées par des attaquants. Concrètement, si vous utilisez des systèmes d'exploitation non mis à jour, vous utilisez des systèmes ayant des vulnérabilités connues de tous, y compris des attaquants.
Une autre origine de vulnérabilité provient de l'hétérogénéité des systèmes de protection. En effet, certains systèmes d'information peuvent être protégés au niveau logiciel, par un antivirus professionnel par exemple, au niveau de leur accès physique, avec une salle des serveurs qui est isolée, accessible uniquement par certaines personnes autorisées par exemple, ou bien dans l'élaboration et la constitution du réseau informatique, avec la mise en place d'éléments visant à sécuriser les échanges entre le système d'information et l'extérieur, par exemple avec l'utilisation de pare-feu, de proxy, de routeurs, etc. A l'inverse, certains autres systèmes d'information peuvent être dépourvus de solutions de protection, aussi bien au niveau logiciel, physique ou bien structurel. La non-présence de ces éléments indispensables de protection augmente donc l'exposition du système d'information à d'éventuelles attaques. Un autre facteur qui va augmenter le risque d'exposition à d'éventuelles attaques se situe dans le comportement et l'attitude de l'utilisateur face à certaines situations. Des personnes sensibilisées et formées au risque cyber et à certaines techniques utilisées par les attaquants ne réagiront pas de la même façon que d'autres, peut-être plus novices dans ce domaine. Cela permettra d'éviter à certaines attaques de se concrétiser et réduira donc considérablement le risque d'exposition de l'organisation concernée. En effet, on a l'habitude de dire que le point faible du système d'information se situe entre la chaise et le clavier. De nombreuses attaques cyber ont pour origine une action réalisée par une personne, un clic sur un lien malveillant, l'ouverture d'un fichier contenant un virus, le lancement d'un exécutable piraté, etc. La formation et la sensibilisation des personnes est donc un élément indispensable dans la mise en place d'une politique globale de cyberprotection. Un élément nouveau qui va également augmenter le risque cyber pour les systèmes d'information est le déploiement et la multiplication des objets connectés et la mise en place de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. De plus en plus d'appareils, d'objets, d'outils possèdent un accès direct à Internet, ce qui constitue autant de portes d'entrée vers l'extérieur et donc vers de potentielles attaques. Tous ces outils doivent donc faire l'objet d'une attention et d'une protection particulière, comme pour tout autre élément constituant le réseau de l'organisation. L'utilisation de ces objets ne doit pas se faire sans avoir au préalable étudié leur sécurisation. Le piratage des collectivités est quelque chose de réel et ne concerne pas uniquement les grandes collectivités ou entités. Les exemples locaux suivants en sont bien la preuve. 4 exemples de cyberattaques autour de chez nous. Le premier concerne le piratage de la mairie de Bayonne qui a eu lieu en décembre 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, les pirates se sont introduits dans les serveurs du système d'information, se sont donné les droits administrateurs en vue d'utiliser la puissance de calcul des serveurs et ainsi produire de la crypto-monnaie. Donc, en fait, il s'agit de l'utilisation de ressources des serveurs de la collectivité pour créer de la monnaie virtuelle. Donc, qu'est-ce que cela a engendré pour la collectivité? Les différents services n'ont pas pu travailler dans des conditions optimales. Il y a eu un ralentissement du fonctionnement du système d'information et petit à petit, les services ont dû être arrêtés un par un. Un nettoyage a dû être réalisé sur l'ensemble des ordinateurs. Les services ont pu se réactiver petit à petit et il a fallu faire donc appel à une société spécialisée pour nettoyer l'ensemble des ordinateurs, des serveurs et pour pouvoir les réallumer, les réactiver un par un et ainsi remettre en place et en service le système d'information de la collectivité. Par précaution et transparence également, la mairie a conseillé à tous les utilisateurs des services dématérialisés de la commune de changer leur mot de passe. Parce qu'en effet, toute personne qui avait un compte avec le système d'information de la collectivité, étant donné qu'il n'y avait pas la garantie que des données aient également été exfiltrées de la collectivité, par précaution, la commune a demandé à chacun des utilisateurs de changer le mot de passe des différents comptes qu'il pouvait y avoir au niveau des systèmes de la commune. Autre exemple de cyberattaque qu'a connu le centre hospitalier de Dax en février 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu en fait un chiffrement de l'ensemble des données du système d'information et une demande de rançon pour obtenir la clé de déchiffrement. Concrètement, cela a engendré donc un blocage de l'ensemble du système d'information et un retour au papier crayon. Pour pallier à ça, le système d'information
les ordinateurs du système d'information ont dû être éteints, ils ont dû être nettoyés un par un, et les services ont pu redémarrer petit à petit après le nettoyage de l'ensemble des différents ordinateurs du système d'information. Cela a pris beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, il a fallu que les dossiers soient créés sous format papier. Bien sûr, tous les dossiers papier ont dû être ressaisis ultérieurement sur l'ensemble du système d'information sous format numérique. Autre exemple d'attaque d'un centre hospitalier, un mois plus tard, le centre hospitalier d'Oloron. Là aussi, les hackers sont rentrés dans le système d'information de l'hôpital. Ils ont procédé au chiffrement des données du système d'information et ont demandé une rançon pour fournir la clé de déchiffrement. Comme pour l'hôpital de Dax, les ordinateurs ont dû être tous éteints, isolés. Un nettoyage de l'ensemble des ordinateurs a dû être réalisé avant de pouvoir repartir sur un système d'information sain et opérationnel. Dernier exemple local d'attaque de cyber, le piratage qu'a connu le centre d'assainissement d'Oloron, Sainte-Marie, en septembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un piratage du système de monitoring à distance des automates industriels, ainsi qu'un chiffrement de l'ensemble des données du système d'information et une demande de rançon. Là aussi, une entreprise spécialisée a dû intervenir et a dû procéder à la réinitialisation de certains composants du système d'information avec une sécurisation supplémentaire des nouveaux éléments. Donc pour résumer cette première partie, nous produisons et nous consommons de plus en plus de données. Notre exposition au risque cyber va dépendre de la composition et de l'organisation de notre système d'information, mais aussi de notre comportement. Et on a vu que les collectivités locales et les administrations sont des cibles privilégiées. Nous allons maintenant aborder les notions de cybermalveillance. En ce qui concerne le profil des attaquants, l'on peut observer plusieurs catégories. Tout d'abord, il va y avoir des individus qui vont être attirés par l'appât du gain. On va retrouver également des activistes. Ce sont des pirates informatiques qui vont utiliser leurs compétences en attaque informatique à des fins, pourquoi pas, politiques. On va retrouver également des individus qui vont être motivés par certaines convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques, politiques, écologiques. On peut retrouver des concurrents directs d'une organisation qui va être visée. On peut retrouver des fonctionnaires qui vont être au service d'un État et qui vont ainsi utiliser la cybersécurité comme un moyen de déstabilisation. Ou bien on peut rencontrer des mercenaires qui vont agir pour le compte d'un commanditaire. En ce qui concerne leur motivation, on va retrouver dans la plupart du temps la recherche d'un gain financier. Le but, c'est de récupérer des données personnelles, des mots de passe, des comptes bancaires, des comptes utilisateurs, tout ça en vue d'une revente sur ce qu'on appelle le dark web. C'est un web clandestin, accessible via des logiciels spécifiques. Ensuite, en deuxième motivation, on peut avoir la constitution d'une puissance de calcul par la prise de contrôle de ressources informatiques, notamment la puissance de serveurs, en vue de la mettre à disposition d'autres pirates en tant que service. Il peut y avoir également un chantage exercé sur une personne, une organisation, un concurrent. Et enfin, dans une moindre mesure, ça peut être l'espionnage dans le but d'obtenir certaines informations. Pour arriver à leur fin, les attaquants vont utiliser un mode opératoire spécifique pour arriver à vous faire réaliser une certaine action. Il existe plusieurs méthodes utilisées par les attaquants pour lancer leur attaque. La première d'elles consiste à utiliser ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Les individus malveillants vont essayer de se faire passer pour une de vos connaissances pour vous faire exécuter différents types de logiciels malveillants. Ça peut être pour ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien hypertexte, etc. Donc les buts recherchés dans ce cas-là seront de vous escroquer, de vous voler des données. C'est le cas typique d'un mail que vous pouvez recevoir, envoyé depuis l'un de vos contacts, expliquant qu'il se trouve dans une situation compliquée, souhaitant communiquer uniquement par mail, ayant des problèmes financiers et souhaitant, par exemple, notre aide. La deuxième méthode, qui est la plus utilisée comme on a pu le voir précédemment, consiste à infiltrer un système d'information de manière discrète et sans éveiller les soupçons, pour pouvoir, après s'être donné les droits administrateurs dans le système d'information,
chiffrer l'ensemble des données qui s'y trouvent. Le point d'entrée peut être le clic sur un lien ou bien le lancement d'un fichier malveillant reçu dans un mail, le lancement d'un exécutable malveillant, etc. Le but recherché dans ce cas sera d'estorquer de l'argent par la demande d'une rançon. L'exécution du programme malveillant se réalise plutôt pendant la nuit ou le week-end et chiffre l'ensemble des données, y compris les sauvegardes si celles-ci sont accessibles directement sur le réseau, les rendant donc illisibles sans une clé de déchiffrement. Et souvent, le lundi matin, en allumant les ordinateurs, on découvre que les données sont chiffrées et qu'une rançon est exigée pour obtenir la clé de déchiffrement. Une autre méthode consistera en l'utilisation de la technique de l'hameçonnage ou phishing. La plupart du temps, il s'agit de l'utilisation d'un mail, d'un message sur les réseaux sociaux, pouvant imiter une société, une administration, une collectivité, et présentant un lien frauduleux à l'intérieur du message. Le but étant de leurrer la personne et de l'amener à cliquer sur ce lien qui va la rediriger vers une fausse page afin qu'elle y ressaisisse des informations personnelles, le code de sa carte bancaire, des données personnelles, etc. Dans la plupart des cas, l'attaquant va essayer de déstabiliser la personne en essayant de la faire réaliser une action rapidement, le clic sur un lien, sur un fichier, etc. Il y a toujours une notion d'urgence dans ces messages d'erreur ou de faute. Un conseil, c'est donc de ne jamais réagir dans l'urgence. Toujours essayer de prendre du temps pour traiter ce genre de mail lors d'un moment peut-être un peu plus calme et en ayant réalisé certaines actions de vérification que l'on va voir ensemble par la suite. Comme pour la méthode utilisée pour lancer un rançongiciel, l'attaque par malware se réalisera par une infiltration discrète du système d'information afin de prendre le contrôle de plusieurs éléments de l'ordinateur. La caméra, le micro, accès aux données, etc. Toujours dans le but de collecter des informations ou d'utiliser ces ressources. Enfin, une autre méthode utilisée par les attaquants consiste à essayer d'effrayer les utilisateurs en faisant afficher une page de type pop-up qui s'affiche en plein écran, faisant croire à l'utilisateur que son ordinateur est infecté par un virus et lui demandant de rappeler un faux numéro de support. Il s'agit en fait des attaquants que vous aurez au bout du fil et qui vont vous faire réaliser des actions leur permettant de prendre réellement le contrôle sur votre ordinateur et d'infecter celui-ci. Comme on vient de l'évoquer, la plupart des attaques cyber a pour origine un lien qui est cliqué, un fichier qui est exécuté et majoritairement via l'utilisation d'un mail frauduleux. De nombreuses attaques peuvent donc être évitées en adoptant une certaine vigilance et en réalisant une certaine analyse des mails reçus, toujours sans précipitation. En effet, de nombreux indices indiquant que nous avons affaire à une tentative d'attaque cyber peuvent être décelés. Le premier indice consiste à savoir si le courrier nous est réellement destiné. Est-ce que le courrier est un courrier nominatif ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un courrier générique? Évoque-t-il une facture, un dossier qui, à première vue, ne nous parle pas? La plupart du temps, il est question d'une somme qui nous sera prélevée à tort, d'un manquement dans nos obligations, d'un retard de réponse entraînant un blocage de nos comptes bancaires, de notre connexion Internet, etc. Ensuite, c'est est-ce qu'on connaît l'expéditeur? Est-ce plausible de recevoir ce genre de mail ou pas? S'agit-il d'une personne réelle ou est-ce un service spécifique qui est indiqué? Nous me demande-t-on une réponse urgente? Est-ce qu'il est indiqué une date échue, une réponse attendue dans la journée, dans un délai immédiat? Enfin, y a-t-il dans ce mail un lien dans lequel nous pouvons accéder directement à notre espace client? On nous indique où rentrer les informations nécessaires pour résoudre la problématique soulevée. Lorsqu'on passe la souris sur ce lien-là, est-ce qu'il y a un cadenas sur l'adresse URL proposée? Est-ce que cette adresse URL est en HTTPS, indiquant que l'on a affaire à une page sécurisée? Est-ce que l'adresse, au contraire, est longue, complexe, ne présente pas ces éléments de sécurité et apparemment est sans lien avec le message qui nous est envoyé? Voici un exemple d'un mail frauduleux. Donc, si on regarde bien de plus près, on se rend compte que ce n'est pas la société OVH qui est indiquée, mais OHV. Donc, il y a une faute volontaire pour essayer de duper la personne et de faire croire qu'il s'agit de la société, par exemple, OVH. Donc, il y a cette erreur d'orthographe. Ensuite, au niveau de l'adresse d'émetteur, est-ce que cette adresse est cohérente avec
ce qui est indiqué au niveau de l'envoi. Est-ce que l'adresse, le courrier est adressé personnellement ou est-ce que c'est une adresse générique utilisée? Est-ce que c'est bien mon nom, mon prénom qui est utilisé ou est-ce qu'on récupère une information générique de mon adresse mail ou de mon identifiant, par exemple? Dans le mail, est-ce qu'il y a bien cette notion d'urgence? Il y a bien une date avant laquelle je dois répondre, sinon je vais être bloqué sur certaines fonctionnalités, je vais être prélevé d'une somme à tort. Et est-ce qu'il y a bien ces liens présents dans le mail dans lequel je vais pouvoir directement accéder à l'endroit où je vais pouvoir résoudre la problématique soulevée? Et si je laisse la souris sur ce lien en question, je m'aperçois que l'adresse de destination n'est pas une adresse en HTTPS et c'est une adresse longue, à rallonge, qui n'a rien à voir avec la soi-disant société OVH. Donc, en analysant un petit peu de plus près ce genre de mail, on peut se rendre compte que de nombreux éléments peuvent nous laisser croire qu'il s'agit d'une tentative d'hameçonnage. Ayant abordé les différentes notions de cybermalveillance, nous allons maintenant voir quels sont les différents moyens de se protéger, quels sont les différents types de sécurisation possibles. Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, l'une des premières actions de sécurisation que l'on pourra mener consiste à vérifier que les différents systèmes et logiciels que nous utilisons dans notre système d'information sont à jour et se mettent à jour automatiquement. En effet, des failles de sécurité existent au niveau des systèmes et logiciels que nous utilisons. Les mises à jour sont là pour les combler et les hackers en fait s'en servent pour développer leur attaque. Il faut donc vérifier l'état de leur mise à jour et toujours utiliser les sites officiels de ces systèmes pour y récupérer d'éventuelles mises à jour ou patchs. Comme pour les logiciels, les antivirus que l'on peut utiliser doivent se mettre à jour régulièrement et doivent être lancés de temps en temps pour s'assurer de leur conformité, notamment en ce qui concerne la base virale sur laquelle l'antivirus s'appuie pour réaliser les scans de protection. En plus des différents scans que l'on peut lancer sur le système d'information, les antivirus doivent être également utilisés pour analyser des supports amovibles que l'on ajoute au système. On branche des clés USB, des disques durs externes, etc. Ou bien l'analyse de mails possédant des pièces jointes suspectes. Donc lorsqu'on connecte une clé USB ou un disque dur externe, on peut, en réalisant un clic droit sur le lecteur en question, réaliser une analyse avec l'antivirus dont on dispose. Malgré une vigilance particulière sur la sécurisation logicielle du système d'information, il se peut que le système soit victime d'attaques. Des signes peuvent être visibles et doivent vous alerter. Cela peut être le fait de constater un ralentissement soudain et inhabituel dans le fonctionnement de votre système d'information, d'avoir des fenêtres pop-up qui s'ouvrent, de constater une modification dans l'apparence de la configuration du navigateur web, d'avoir des désactivations de l'antivirus et de ses mises à jour automatiques, etc. Tout fonctionnement inhabituel doit être immédiatement signalé à la personne en charge de votre système d'information dans votre entité ou bien auprès du prestataire informatique qui vous accompagne. Une deuxième forme de sécurisation pourra avoir lieu au niveau des utilisateurs du système d'information. Cela consistera à, lors de la création des comptes utilisateurs des agents, de ne donner que les droits nécessaires pour leur mission. Les comptes administrateurs ne doivent être utilisés que pour une utilisation spécifique et non pas pour une utilisation normale et quotidienne. En effet, ces comptes doivent être réservés et utilisés uniquement lors d'actions de maintenance sur le système d'information. De plus, chaque agent doit avoir un compte nominatif pour éviter de devoir le partager et pour pouvoir aussi le désactiver facilement lorsque l'argent ne fait plus partie de la collectivité, par exemple. De même, une charte d'utilisation du système d'information doit être réalisée et portée à la connaissance de chaque agent, notamment au moment de leur intégration dans la collectivité. Comme nous l'avons vu, le mot de passe constitue l'une des manières les plus répandues pour gérer l'identification et l'authentification sur un compte utilisateur. L'augmentation de la puissance de calcul des différents systèmes aujourd'hui fait que sa complexité doit être élevée pour pouvoir garantir une bonne efficacité. Voici un tableau qui compare le temps requis pour déchiffrer un mot de passe en fonction de sa longueur et de sa composition. Pour être efficace, un mot de passe doit être long et complexe, mais aussi il doit différer pour chacune de nos utilisations.
Si nous regardons ce tableau, nous constatons que même pour un mot de passe de 8 caractères, composé de chiffres et de lettres majuscules et minuscules, il ne faut pas plus d'1 heure pour qu'il soit déchiffré. Donc pour entrer dans une zone efficace de couleur orangée sur ce tableau, il faut que ce mot de passe soit d'au moins 9 caractères et qu'il se compose à la fois de lettres majuscules, minuscules, mais aussi de chiffres et de symboles. Pour pouvoir respecter ces différentes recommandations, il devient donc indispensable de se faire aider. En effet, même s'il existe des méthodes mémotechniques pour essayer de retenir les mots de passe, cela devient quasiment impossible de pouvoir les retenir tous à la vue du nombre d'applications et de comptes utilisateurs que nous utilisons quotidiennement. L'une des solutions consiste donc à utiliser un coffre-fort numérique ou un gestionnaire de mots de passe dans lequel nous disposons et de façon sécurisée nos différents mots de passe sans forcément les connaître ou les retenir, mais qui nous suit partout et que nous pouvons consulter à tout moment. Nous y reviendrons dans la partie des bonnes pratiques. La plupart des attaques de phishing vont se réaliser de façon massive et par période. L'une des dernières que nous avons pu connaître consistait à l'envoi d'un faux mail imitant une convocation en justice et indiquant aux personnes de devoir rapidement répondre à cette convocation en cliquant sur un lien afin de récupérer leurs données personnelles. Il faut toujours prendre du recul sur les mails que nous pouvons recevoir et ne jamais réagir à chaud en cliquant ou en réalisant l'action qui est demandée. Il faut toujours procéder aux différentes vérifications que nous avons listées un peu plus haut et se renseigner sur ce message avant de réagir. C'est pourquoi il est très important de se renseigner et de rester toujours informé sur les dernières attaques et arnaques qui ont pu être relevées pour ne pas être surpris et être averti lorsque cela nous arrive. Une recherche toute simple sur Google, en tapant certaines informations du mail reçu, peut rapidement vous confirmer qu'il s'agit d'une tentative de piratage connue et signalée déjà par d'autres utilisateurs. Enfin, une protection supplémentaire consistera à protéger physiquement les locaux et différents accès au SI. Seules les personnes habilitées et autorisées doivent pouvoir accéder aux différents éléments matériels constituant le système d'information de la collectivité. De plus, le système d'information de la collectivité doit être cloisonné et séparé d'un éventuel réseau public qui pourrait être mis à disposition des administrés, par exemple par la mise en place d'un Wi-Fi public. Pour résumer, il existe donc des possibilités de sécuriser son système d'information au niveau des logiciels, des utilisateurs, ainsi qu'au niveau des accès physiques à celui-ci. Pour mettre en place de façon concrète et immédiate des actions de protection dans votre collectivité, nous allons aborder maintenant quelques bonnes pratiques à mettre en place au quotidien pour augmenter votre protection face aux risques cyber. La première bonne pratique consistera à vérifier que le navigateur web que vous utilisez est bien à jour. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le menu des paramètres et d'aller dans À propos. De même, dans les paramètres du navigateur web, il est recommandé de régler certaines options pour rendre votre navigation plus sécurisée et plus conforme d'un point de vue protection des données personnelles. Par exemple, il est recommandé de paramétrer un filtrage plus strict en ce qui concerne le blocage de contenu, d'interdire le suivi systématique, de réaliser un nettoyage des cookies et de l'historique de navigation à chaque fermeture de page, ainsi que de ne pas enregistrer les mots de passe par défaut. Lors de votre navigation sur Internet, il est important de vérifier systématiquement que vous êtes sur des pages possédant un certificat de sécurité, avec un cadenas présent dans la barre d'adresse, et de ne jamais forcer une alerte de certificat détectée sur une page Internet. Si vous constatez que le site en question ne vous permet pas d'y accéder en HTTPS et qu'un forçage de certificat de sécurité est nécessaire, il est recommandé de ne pas poursuivre la navigation et de revenir en arrière. Comme cela a pu être paramétré dans les options de votre navigateur web, comme évoqué précédemment, il est recommandé de ne jamais enregistrer les mots de passe lorsque ceci vous est proposé. En effet, cela pourrait permettre à n'importe quelle personne qui utilise votre ordinateur de pouvoir se connecter à un compte utilisateur sans connaître le mot de passe, puisque celui-ci serait déjà préenregistré. Même si cela peut représenter à première vue un confort d'utilisation, il est recommandé d'utiliser un coffre-fort numérique ou gestionnaire de mots de passe pour vos connexions à vos différents comptes utilisateurs. Donc un gestionnaire de mots de passe ou coffre-fort que recommande l'ANSSI est celui qui s'appelle
KeePass. Son principe est simple. Stocker l'ensemble de vos identifiants de connexion, adresse de connexion, identifiant, mot de passe de vos différents comptes, dans un logiciel qui sera chiffré, protégé et que vous pourrez avoir en permanence avec vous, quels que soient vos outils, soit un PC, une tablette, un smartphone. Il vous suffit donc de retenir un seul mot de passe complexe qui va ouvrir votre coffre-fort numérique pour aller y retrouver l'ensemble de vos identifiants et mots de passe. Et par un simple copier-coller, vous pouvez vous connecter à l'ensemble de vos comptes sans forcément connaître vos différents mots de passe. Le logiciel KeePass peut vous proposer des mots de passe complexes pour chacun de vos comptes. Au moindre soupçon concernant un de vos comptes, nous vous recommandons d'aller changer le mot de passe. En effet, si vous avez connaissance d'une possibilité que vos identifiants et mots de passe soient piratés, par exemple via la communication d'une entité, d'une société qui a été elle-même victime d'une attaque de cybersécurité et auprès de laquelle vous possédez un compte utilisateur. Il est recommandé donc dans ce cas-là de changer le mot de passe du compte en question. Et il est recommandé également de ne pas saisir ces mots de passe sur un ordinateur public ou partagé, car on ne peut jamais garantir leur état de protection en ce qui concerne la cybersécurité. Une autre bonne pratique consistera également à prendre l'habitude de verrouiller sa session de travail lorsque vous êtes amené à quitter votre poste de travail, par exemple pour la pause méridienne. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les touches Windows et L de votre clavier. De plus, un paramétrage concernant la durée au bout de laquelle le verrouillage automatique de la session a lieu peut se faire au niveau de votre système d'exploitation. Il est recommandé que cette durée ne soit pas trop importante. En ce qui concerne l'utilisation de supports amovibles, clé USB, disque dur externe, il est recommandé de les chiffrer. Cela permet de sécuriser les données qui s'y trouvent, notamment en cas de perte ou de vol de ceux-ci. Il est possible d'utiliser un logiciel de cryptage qui se trouve directement dans le système d'exploitation à partir de Windows 10 et qui se nomme BitLocker. Il vous suffit de réaliser un clic droit sur le lecteur en question et d'activer BitLocker. Vous pouvez également procéder de la sorte pour chiffrer l'ensemble du disque dur de votre ordinateur. Si vous ne disposez pas de ce logiciel, il est tout à fait possible d'utiliser un autre logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet, par exemple le logiciel VeraCrypt. Une autre bonne pratique en ce qui concerne la cybersécurité de votre collectivité est de bien séparer les usages qui se destinent au domaine professionnel de ceux destinés au monde personnel. De ne pas utiliser les mêmes mots de passe, de ne pas mélanger les messageries pro et perso. Si vous êtes amené à utiliser des stockages cloud, distinguez un cloud professionnel d'un cloud personnel. Évitez de se connecter sur des Wi-Fi publics. Toujours privilégier un partage de connexion 4G avec son propre téléphone professionnel ou personnel. De ne pas utiliser des supports amovibles provenant d'une source inconnue, notamment des clés USB qui pourraient être distribuées lors de salons, par exemple. Enfin, l'une des pratiques fondamentales en matière de cybersécurité, si ce n'est la plus importante de toutes, c'est celle de réaliser des sauvegardes de vos données. En effet, le fait de disposer d'une sauvegarde vous permettra dans tous les cas de pouvoir reconstruire votre système d'information en cas de n'importe quelle attaque. Sous réserve bien sûr que votre sauvegarde soit externalisée de votre système d'information, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas connectée à votre système d'information en permanence et que celle-ci ne soit pas infectée donc par l'attaque cyber dont vous êtes victime. Pour ce faire, il existe de multiples solutions pour mettre en place un système de sauvegarde automatisé et externalisé sans forcément que cela ne représente un coût budgétaire important. Cela peut être, par exemple, par la mise en place d'une sauvegarde automatique sur des disques durs externes qui sont régulièrement changés. Il ne faut pas également oublier que la protection de ces données, personnelles ou non, ne concerne pas uniquement les données numériques, mais que celles-ci peuvent également se trouver sous format papier. Une attention toute particulière doit être apportée aux données papier dont nous disposons et certaines mesures peuvent être menées. Par exemple, si nous sommes amenés à partager des imprimantes. Ne pas oublier les documents originaux dans l'imprimante. Utiliser, si possible, des fonctions d'impression décalée lorsque l'imprimante est partagée entre plusieurs services. Vérifier le paramétrage de cette imprimante, notamment si celle-ci possède des accès directs
à Internet. Et dans le cas d'utilisation de documents à caractère personnel, utilisez des destructeurs de papier pour supprimer certains documents confidentiels. Pour terminer cette réunion de sensibilisation à la cybersécurité, une petite question. Pensez-vous avoir déjà été victime de cyberattaques? Pour essayer d'avoir un élément de réponse à cette question, voici un petit site internet intéressant pour savoir si votre numéro de téléphone ou votre adresse mail a pu être déjà été victime d'une cyberattaque. Le site ihavebeenpwned.com vous permet, en remplissant le numéro de téléphone ou votre adresse mail professionnelle ou personnelle, de savoir si ceux-ci ont déjà figuré sur une base de données qui a pu circuler sur ce dark web, sur ce web clandestin. Donc, si votre adresse mail ou votre numéro de téléphone figure sur ces bases de données-là, un conseil, c'est de changer le mot de passe associé à ces identifiants-là, quels que soient les différents comptes utilisateurs que vous avez, puisque ça veut dire qu'à un instant T, cette adresse mail-là ou ce numéro de téléphone-là a figuré sur ces bases de données qui a été partagée via les hackers au niveau du dark web ou du web clandestin. Un autre site qui peut être également intéressant, le site suivant, password.kaspersky.com, qui vous permet de tester, de vérifier la robustesse d'un mot de passe. Donc là aussi, si vous avez un doute pour savoir si le mot de passe que vous utilisez est assez robuste ou pas, cet élément peut vous indiquer si la robustesse de votre mot de passe est confirmée ou pas. Dernière information, le site ressources mis à la disposition par la Fibre 64 à destination de toutes les collectivités, le site cyber.lafibre64.fr, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le support de cette présentation, ainsi que des liens et des ressources utiles en matière de cybersécurité. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.